Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de comment les mantras impactent ta santé mentale. Cette vidéo fait partie du programme Mala et Mantra, qui est un programme d'accompagnement à l'initiation de la pratique des mantras, qui est accompagné par moi. Tu vas découvrir dans ce programme donc beaucoup de théories sur ce qu'est la pratique des mantras, comment se lancer, comment prononcer l'alphabet sanskrit et quelles sont les déités, quels sont les mantras que tu peux pratiquer. Tu vas découvrir plein de mantras sur ce programme et des idées de pratiques, de rituels, de comment créer ton hôtel, etc. Donc c'est une vidéo qui fait partie de ce programme et j'ai décidé de te la proposer parce que je pense que ça t'intéresserait en termes de sujet. Mais si tu veux aller plus loin, tu peux nous rejoindre. On est déjà plus de 80, quelque chose comme ça, bref, près d'une centaine de personnes ont rejoint le programme et en sont très satisfaites. Donc je te mettrai le lien ici et sous cette vidéo. Dans cette vidéo, je voulais vraiment te parler de l'impact émotionnel et psychique des mantras parce que c'est un outil qui est utilisé beaucoup en psychologie ayurvédique. C'est un des outils principaux de la psychologie ayurvédique. Et comme la santé psychique, c'est aussi un sujet dans lequel je suis plutôt spécialisée, je voulais aborder ce sujet avec toi et te montrer toutes les manières, en tout cas de nombreuses manières que j'ai trouvées. Si tu en trouves d'autres, n'hésite pas à les rajouter en m'envoyant par mail ou dans les commentaires. Toutes les manières que j'ai trouvées d'agir sur l'esprit en récitant des mantras, en ayant une pratique de mantras. La première manière dont les mantras agissent sur ton esprit, c'est l'aspect focus, l'aspect concentration. Quand tu récites un mantra, tu peux pas, en tout cas, penser à 10 000 choses. En tout cas au début. Après, si tu t'entraînes, si tu connais bien le mantra et si tu as un esprit très actif, il est possible que tu sois capable de chanter ton mantra ou réciter ton mantra tout en pensant à autre chose. Mais c'est vrai que l'intérêt, c'est que comparé à une méditation silencieuse, tu as un support. Tu vas pouvoir donner à ton esprit de quoi s'occuper pour qu'il s'apaise et qu'il ne parte pas à droite à gauche. Et dans les mantras, tout peut être sujet à concentration. Tu vas avoir déjà le mala, si tu utilises un mala, pour te concentrer sur la sensation physique, par exemple, des perles que tu vas passer. Tu vas pouvoir te concentrer sur la prononciation du mantra. Dans ce programme, je t'explique vraiment comment prononcer chaque lettre et tu vois que parfois c'est pas évident parce qu'il faut placer la langue d'une certaine manière, c'est pas des lettres qu'on a l'habitude de prononcer en français et ça donne du coup du fil à retordre à notre mental qui doit se concentrer dessus et qui doit mettre toute son attention sur la bonne prononciation du mantra, en tout cas au début. Ensuite, on va avoir l'effet concentration sur le son du mantra. Surtout si tu chantes, le son en lui-même, l'intensité, la hauteur du chant, la mélodie va pouvoir être un support de méditation également et donc un support d'apaisement du mental. L'esprit, il a besoin d'être canalisé, il a besoin d'une structure pour ne pas se perdre dans tous les sens. En Ayurveda, on compare l'esprit aux chevaux qui vont tirer un carrosse. Et un carrosse qui représente le corps, dont le conducteur c'est l'intellect, et le passager c'est l'âme. Donc le rôle de l'intellect est de conduire l'âme là où elle le souhaite, à travers un corps et avec l'énergie d'un esprit des sens, notamment des organes des sens. Et si ces 5 chevaux, notamment les organes des sens, ne sont pas canalisés, qui ne sont pas bien conduits à droite à gauche, on va vite se retrouver à aller un peu n'importe où, potentiellement se retourner et le char peut casser. Donc c'est vraiment une notion importante de la psychologie ayurvédique de canaliser et d'avoir une structure au mental, c'est vraiment très important. Et la concentration peut enfin se faire au niveau du sens du mantra aussi. Si jamais tu veux te concentrer sur la signification en elle-même du mantra, c'est aussi possible. Tu peux aussi bien sûr te concentrer sur la déité, si jamais tu chantes un mantra à une déité particulière. Donc toutes ces raisons-là font que ça va impacter ton esprit et ça va l'aider à se focus, entre guillemets. Et on va revenir sur cette notion d'archétype notamment et de se concentrer sur la déité. Une deuxième manière pour laquelle les mantras agissent sur ton esprit, c'est l'aspect répétitif. Quand je te partageais justement cette analogie-là, quand tu commences les mantras, tu vas imaginer que c'est un peu la jungle dans ton esprit et que tu dois te frayer un chemin. Pour se frayer un chemin, il ne suffit pas juste de couper une fois et hop, c'est bon, on y est, tout est bien. La jungle, ça repousse constamment. La jungle, c'est très dense, donc il faut parfois passer plusieurs fois pour arriver à se créer un chemin. Et c'est la répétition qui va faire le chemin.
On parle aussi du mouvement de l'eau qui va, avec l'érosion, creuser dans la roche par exemple. Et c'est la répétition de ce mouvement qui va créer le sillon que tu vas voir dans la roche. Et pourquoi c'est important pour ta santé mentale? Parce que le mantra, il va venir imiter la manière dont tu vas recréer de nouveaux chemins dans ta manière de voir le monde, dans ta manière de te sentir également. Donc tu vas pouvoir avoir parfois tes croyances qui vont changer en récitant certains mantras parce que tu vas avoir une nouvelle perspective sur les choses, en créant de nouveaux, ce qu'on appelle schémas ou patterns en anglais, qui vont t'aider à voir les choses différemment. Troisième manière dont les mantras impactent ta santé mentale, c'est la respiration. Là, quand je parle, je suis obligée de prendre des inspirations rapides pour pouvoir expirer longtemps, dans le but de t'exprimer quelque chose sur une longue phrase. Si je devais reprendre ma respiration constamment, ça serait plus compliqué. Et l'intérêt quand tu chantes des mantras surtout, quand tu les récites aussi, ça marche bien sûr, c'est que tu vas aussi prendre des inspirations plus courtes que des expirations. Et quand on allonge l'expiration, ça a tendance à calmer l'esprit, à calmer l'anxiété, calmer la peur, à apaiser en fait tout simplement quand tu as un excès de pensée par exemple. Donc ça va vraiment aider avec la respiration à canaliser un petit peu ton mental. Ensuite, quatrième raison, qui est la suite finalement de la troisième, c'est que ça va créer des vibrations dans ton corps. Quand tu parles et particulièrement quand tu chantes, tu vas avoir des vibrations dans ta cage thoracique, dans ta tête peut-être même. Tu l'as peut-être senti si tu fais la respiration de l'abeille qui consiste à fermer les yeux et les oreilles et à faire le son comme le bourdonnement d'une abeille. Ça fait vibrer un peu toute la sphère ORL, toute la tête et peut parfois même dans le thorax. Et que ce soit grâce à la respiration ou grâce à la vibration, on va avoir un effet sur ce qu'on appelle le nerf vague. Le nerf vague, c'est un nerf qu'on appelle crânien, peu importe, c'est du charabia médical. C'est un nerf qui part de l'arrière de la tête, il part très très haut en fait dans le cerveau et il va descendre très loin dans le corps et il permet notamment l'innervation de la plupart de nos organes internes comme l'intestin, le cœur, les poumons, le diaphragme, etc. etc. Il est hyper important ce nerf vague, on en parle beaucoup de nos jours avec la théorie polyvagale qui se base donc sur cette santé du nerf vague. Et ce nerf vague, il est responsable de l'innervation qu'on appelle autonome. Donc c'est pas toi qui gères quand est-ce que ton estomac fonctionne, quand est-ce que ton cœur bat, etc. C'est cette innervation qui se fait par elle-même. Sinon ça voudrait dire que tu devrais penser à digérer, penser à évacuer les selles, etc. Ce qui serait compliqué. Donc on a un système très sophistiqué qui nous permet de faire tout ça de manière automatique, mais ça peut donc parfois un peu se dérégler. Pas que le corps ou que la vie soit mal faite, mais c'est tout simplement qu'on a des pratiques qui vont nous déséquilibrer, comme par exemple le stress. Le stress va empêcher une bonne digestion puisqu'on va être dans un état sympathique de lutte ou fuite, que tu as peut-être entendu parler de ce terme-là. Au lieu d'être dans un état de repos, d'apaisement, etc., de calme qui vont nous aider à dormir, à nous reposer, à digérer, etc. etc. Et le nerf vague, il va, entre guillemets, permettre de passer d'un de ces systèmes à l'autre. Donc quand on va lui prendre soin de lui, on va le rendre plus flexible, entre guillemets, plus capable de passer d'un état à l'autre. Donc tu pourras te dynamiser plus vite, mais aussi te calmer plus vite. Donc te revenir dans un état de tranquillité, d'apaisement après un stress par exemple. Et une pratique qui est très conseillée pour le nerf vague, c'est justement la respiration, puisque ton nerf vague il traverse ton diaphragme. Donc à chaque fois que tu abaisses ton diaphragme, ça fait, on dit, un massage au niveau du nerf vague. Et la vibration, donc faire des ça masse aussi, entre guillemets, ça fait vibrer le nerf qui passe à ce niveau-là dans le cou aussi. Il traverse en fait tout ton tronc, donc il va bénéficier des vibrations. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui s'apaisent en faisant des sons comme ceci. Il y a beaucoup ça notamment chez les femmes enceintes qui accouchent. Elles font ce son-là, ça leur permet de calmer les douleurs, de calmer le stress pendant l'accouchement. Donc c'est toutes des bonnes raisons de jouer sur ce nerf vague. Et si tu joues sur ton nerf vague, tu joues sur ton stress, ta capacité à gérer ton stress, ta capacité à revenir à un état d'apaisement, un état de bien-être physique et mental. Une cinquième manière dont les mantras impactent ta santé mentale, c'est par le côté dévotion. Le côté, on va dire, où tu lâches prise sur comment ça doit se passer.
La dévotion, c'est vraiment... on peut en parler dans une vidéo entière, voire un programme entier, tellement c'est poussé. Mais je voulais juste aborder ce sujet-là parce que c'est un point important qui est que quand on travaille sur l'esprit, on a au moment besoin de lâcher prise, entre guillemets. Ce lâcher prise, il vient de « je peux faire confiance à quelque chose d'extérieur à moi ». Et quand on parle de dévotion, on parle de « je me donne entièrement à toi, je te laisse me guider ». Donc ça peut être un guide spirituel, ça peut être un archétype, ça peut être un élément. Et tout ça, c'est des aspects qu'on va traiter dans les mantras. Il y a tout un aspect, toute une part des mantras comme dans les kirtans, dans les bhajans, dans le bhakti yoga notamment, qui ont vraiment cette intention de nous faire détacher le mental, de nous détacher finalement de cette intellectualisation parfois qu'on peut avoir des mantras où on va être purement dans le côté c'est quoi le sens du mantra, c'est quoi son effet, il est indiqué pourquoi, etc. Parce que c'est aussi une pratique des mantras. Il faut savoir qu'en Inde, les mantras, ça peut devenir un peu comme des médicaments à tout faire, où on va te prescrire tel mantra pendant tant de jours parce que c'est censé avoir tel et tel effet. Ce qui n'est pas quelque chose de mal en soi, mais c'est une autre manière de pratiquer les mantras. Et le côté dévotionnel, ça peut être intéressant pour toutes les personnes qui ont justement cette difficulté à lâcher ce besoin de contrôler, en fait, ce besoin d'être rattaché à quelque chose parce qu'elles se sentent en insécurité. Si tu ne lâches pas prise, c'est que tu te sens en insécurité. Et la pratique de la dévotion, c'est je peux faire confiance à 3 petits points. Ça peut être je peux faire confiance à telle déité pour me guider, je peux faire confiance à la vie, je peux faire confiance à l'élément eau, peu importe. Mais il y a cet aspect-là qui est très présent dans la récitation de mantra. Ensuite, quelque chose qui impacte énormément la santé mentale, c'est le côté routinier et le côté engagement. Ton esprit, encore une fois, il a besoin de structure, il a besoin qu'on le canalise. Et je t'en avais parlé dans mon e-book sur la Dinacharya, je te le mettrai quelque part sous la vidéo. C'est un sujet extrêmement important pour l'Ayurveda, cette notion de Dinacharya, de la routine de vie ayurvédique. Un de mes professeurs disait que avoir une routine matinale, par exemple, c'est comme enfiler une forme d'armure pour aller affronter la vie, entre guillemets. C'est je me prépare à tout ce qui va pouvoir venir m'impacter dans la vie. Et personnellement, j'ai remarqué que depuis que j'ai une pratique des mantras, j'ai vraiment cette sensation d'être épaulée, d'être guidée, d'être protégée tout au long de ma journée. Et quand je le fais pas, il y a quelque chose qui manque à ma journée, quelque part. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très intéressant dans la santé mentale et essentiel, c'est d'avoir ce côté je m'engage pendant un tel nombre de jours, tant de répétitions, à réciter ce mantra à telle déité, à telle planète, par exemple, ou à tel élément. Et ça aide beaucoup à canaliser l'esprit. 7e raison pour laquelle les mantras impactent ton esprit, c'est aussi parce qu'ils vont impacter ta santé physique. Et mine de rien, si ta santé physique va mieux, eh bien ton esprit ira mieux aussi. C'est-à-dire que quand tu as des soucis de digestion, par exemple, c'est difficile d'aller bien sur le plan mental, sur le plan psychique. Et les mantras, ils sont connus pour aider avec ça, notamment par la respiration, qui va aider à masser les organes des digestifs. L'aspect relaxation aussi, la répétition, surtout quand tu récites de manière lente et mesurée. Et tu as aussi l'aspect physiologique des sons qui vont jouer sur le physique. Par exemple, je t'avais expliqué dans la vidéo sur la prononciation de l'alphabet en sanskrit que les différents N que tu vas rencontrer, les différents R, les différents L, T, etc. vont avoir des effets différents sur ta physiologie. Par exemple, la 4e position que l'on a vue dans les vidéos de prononciation, qui est derrière les dents, elle va avoir un effet beaucoup plus apaisant, beaucoup plus calmant sur l'esprit que la position, par exemple, la 5e avec les lèvres, pa, qui va être plus dynamisante, plus vers l'extérieur. Donc tout ça, ça a un impact. Ça va jouer vraiment sur ta santé physique et donc sur ta santé mentale aussi. 8e manière dont les mantras influent sur ta santé psychique, c'est, comme je te le disais un petit peu plus tôt, via les archétypes. Il faut savoir qu'en Ayurveda, on utilise notamment, en tout cas dans les sciences védiques, dans ce soin par les Védas, on utilise les histoires des archétypes comme une thérapie. Donc nous, on pourrait utiliser les contes, par exemple, en France. Les contes pour enfants, entre guillemets, c'était finalement des thérapies. Les légendes ont ce même rôle, puisque quand on va réciter des légendes, des contes, qu'on va les entendre, qu'on va nous les transmettre, c'est comme si on nous enseignait à incarner les personnages qui sont dedans. On apprend en fait de ces personnages,
on vit à travers eux finalement ce qu'ils vivent. Et c'est vraiment une thérapie. En Inde, ils récitent par exemple le Mahabharata, la Bhagavad Gita, ces textes anciens qui vont vraiment nous remettre dans, ok, l'archétype de Arjuna par exemple, qu'est-ce qu'il enseigne, l'archétype Hanuman, qu'est-ce qu'il enseigne, est-ce que je peux apprendre quelque chose de cette histoire. Il y a le côté très initiateur finalement des légendes et des contes qu'on va retrouver quand on va utiliser donc ces archétypes. Par exemple, si tu récites un mantra à Lakshmi, ça va être une énergie beaucoup plus différente que tu récitais des mantras à Shiva. Shiva, c'est l'ascète, c'est le dieu des yogis, c'est le dieu de l'introspection, de la méditation. Lakshmi, c'est la déesse de l'abondance, la déesse de la fertilité qui va vers le monde extérieur, dont le but c'est de maintenir la vie, alors que Shiva, c'est plutôt de la détruire pour permettre un nouveau cycle. Donc, à chaque fois que tu vas travailler avec un mantra, que tu vas réciter un mantra, tu vas aussi bénéficier de l'énergie de son archétype. Que ce soit à travers les couleurs, souvent je te donne la couleur associée à la déité, comme par exemple le jaune pour Saraswati, le rouge pour Durga, et tu as plein d'autres déités qui sont associées à des couleurs, qui sont associées à des animaux, qui sont associées à des choses dans la vie de manière générale. Donc c'est pour ça que ça a vraiment une dimension au-delà même du mantra qui est à qui ou à quoi tu récites ce mantra. Et enfin, une dernière manière que j'ai trouvée qui influence beaucoup l'esprit et qui je t'encourage à le faire de cette manière-là si tu as l'occasion, c'est de rejoindre ce qu'on appelle une satsanga. Une satsanga, c'est un groupe de personnes qui ont pour même objectif cette recherche spirituelle. Et souvent, ça va prendre plein de formes différentes. Il y a des satsangas qui sont purement intellectuels, entre guillemets, où le but, ça va être l'étude des textes anciens. Il y a des satsangas qui sont vraiment dédiés au mantra, des satsangas qui sont dédiés à des pratiques, donc quelque chose comme le karma yoga par exemple, la pratique du yoga à travers les actions du quotidien, les services qu'on va rendre. Mais l'intérêt c'est de pratiquer en groupe, c'est de pratiquer avec d'autres personnes puisqu'on va bénéficier de leur énergie. Donc déjà le mantra va être beaucoup plus puissant et on va jouer sur le côté essentiel de l'être humain qui est c'est un être sociable. Nous sommes des êtres sociaux. On a beau se dire on devrait pouvoir vivre seul, on a besoin de personne, on a besoin de l'amour de personne pour s'aimer soi-même, on n'est pas fait pour vivre comme ça. On n'est pas fait pour survivre seul. On est fait pour survivre en groupe, on est fait pour survivre en codépendance des autres, pas en dépendance, mais en moi je peux te donner ci et toi tu peux me donner ça. Et il y a vraiment ce côté échange qui est essentiel. Et qui est moi ce que je rencontre le plus dans ma pratique en tant que thérapeute, c'est que les gens essayent de s'isoler et d'aller bien seuls. Mais ça marche pas, on n'est pas fait pour ça. On est littéralement né pour être dans un groupe. Alors certaines personnes seront plus à l'aise à avoir une pratique plus ascétique, à vivre seule, à avoir une pratique méditative peut-être dans une grotte. Mais dans un sens, c'est plus facile de méditer dans une grotte seule que quand on est engagé dans une vie avec des relations qui sont parfois challengeantes. On ne nous apprend pas à gérer ces relations. Donc c'est vraiment cet aspect, le groupe, je trouve, est l'avenir de la thérapie dans le sens où on a besoin des uns et des autres pour se rééquilibrer. Donc si tu peux avoir une pratique de mantra accompagnée, que ce soit par un professeur qui a d'autres élèves et donc tu peux échanger avec eux ou dans un programme comme celui dans lequel tu es ou si jamais tu n'es pas dans le programme, viens nous rejoindre. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment quelque chose que je recommande puisque ça va emmener ta pratique des mantras à un autre niveau. Et bien sûr, je t'avais un peu parlé des différentes manières de pratiquer les mantras, donc notamment avec tamas, rajas et sattva, les différents états de l'esprit. Tu peux faire des mantras d'une manière très rajasique dans le sens, moi je veux de la transformation et c'est ok. Je veux que ça change dans ma vie, par exemple, j'ai tel souci avec telle relation, j'ai besoin de couper les ponts par exemple. Ou j'ai tel problème de santé, j'ai besoin d'aller mieux, je vais faire tel mantra pour travailler sur la planète Mars par exemple. Ça c'est une approche un peu plus rajasique. Et tu vas avoir une approche un peu plus sattvique également qui va être finalement quand je prends soin de moi, je prends soin des autres, je prends soin de la terre. Et quand j'appelle l'abondance, c'est pas une abondance juste individuelle finalement. Quand je me connecte à l'abondance, je me connecte à l'abondance universelle. Quand je me connecte à la santé, je me connecte à la santé universelle. Donc forcément, avoir une pratique sattvique, ça va élever ton esprit à cet aspect sattvique aussi.
Et c'est ce qu'on recherche beaucoup en psychologie ayurvédique. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé un petit peu sur comment les mantras peuvent impacter ta santé mentale, que si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en découvrir plus, je t'invite vraiment à nous rejoindre dans le programme Mala et Mantra. C'est un programme évolutif, je rajoute du contenu un petit peu chaque mois, je rajoute des choses, de nouveaux mantras, de nouvelles déités, de nouvelles vidéos comme celle-ci par exemple. Parfois on fait des challenges ensemble, parfois on fait des séances en live. Donc n'hésite pas à venir nous voir par là-bas. Je t'invite aussi à me rejoindre sur Instagram si tu ne me suis pas déjà, à Manon Isoropia. Je suis dans la newsletter qui est la lettre du jeudi dans laquelle je rentre plus en détail sur comment ce que je te transmets sur cette chaîne va impacter ma vie et va impacter la vie de personnes que j'accompagne également puisque je suis thérapeute en Ayurveda et en santé émotionnelle. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire sur le sujet ou sur d'autres, ça m'inspire pour faire mes prochaines vidéos. Donc s'il y a d'autres sujets qui t'intéressent sur les mantras, n'hésite pas à me les glisser en commentaire. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.